Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de QualInsight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Romande Insight. Pour cet épisode, je serai accompagnée à l'animation de Danilo Reschiniti. Bonjour à tous. Et puis moi, je suis donc Julia Pacifico. Et on accueille aujourd'hui Anne Mélano, qui est co-CEO chez Vertic, actuellement. Je te laisse peut-être tout de suite la parole pour te présenter avec tes mots, enfin ce qui te semble important qu'on sache de toi avant de commencer la discussion. Très bien, oui. Alors, Anne Mélano, de formation, je suis ingénieure civile. Donc j'ai un master de l'école polytechnique. Je n'ai jamais acté en tant qu'ingénieur civil. J'ai d'abord travaillé un peu dans l'urbanisme. Ensuite, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le véhicule autonome. J'avais ma propre start-up. Et depuis 3 ans maintenant chez Fertic. Et depuis 2 ans en tant que co-CEO avec le fondateur. Alors, nous, on a plein de questions déjà sur ton parcours assez atypique. Ouais. Je pense que tu as déjà pas mal parlé de ton expérience dans le véhicule autonome. Sans revenir vraiment dans le détail, ça a quand même pris 10 ans de ta carrière et de ta vie. 8 et demi. Est-ce que peut-être expliquer aux gens, je pense que tout le monde est à l'aise avec le terme de véhicule autonome, mais peut-être l'entreprise, quelles étaient vos ambitions Oui, tout à fait. Peut-être revenir juste comment ça a commencé en fait. Oui. L'école polytechnique à l'époque, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années, était impliquée dans des projets financés par la Commission européenne sur les véhicules et la mobilité innovante. Et dans ces projets, il y avait des projets sur justement les premières navettes ou minibus pour le transport public sans conducteur. Donc c'est de ça dont on parle. Et le campus avait gagné quelque part un concours et allait recevoir des prototypes, enfin une flotte de 6 véhicules de ces navettes autonomes. Et tout a commencé quand, à l'époque, mon associé et moi-même, on n'était pas encore associés, mais l'école se disait « Ok, chouette, on va recevoir ces véhicules, mais qui va les gérer au quotidien ?» Les TL suivaient le projet, mais ne voulaient pas s'impliquer d'un point de vue opérationnel, parce que c'était beaucoup trop loin de ce qu'ils font au jour le jour. Et on s'est dit « pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça ? C'est un projet, c'est une année et demie, ça va être chouette. » On savait qu'on devait gérer une grosse base d'étudiants parce que malgré que les navettes soient autonomes, elles n'étaient pas très smart et il fallait quand même avoir des étudiants à bord. Et on s'est dit on se lance comme ça. Et très vite on s'est rendu compte que les navettes avaient un certain degré d'autonomie, étaient capables de faire certaines choses. Mais ce qu'elles n'étaient pas capables de faire, c'était de communiquer entre elles et d'amener un vrai service à l'utilisateur final. Elles allaient juste de A à B. Et donc on s'est dit, ok, il faut quelque chose, un chef d'orchestre qui leur dise quoi faire en tout temps, qui sache où est la demande et puis qui soit capable de dispatcher les véhicules et de leur dire comment s'organiser entre eux, les navettes, les véhicules. Et c'est comme ça qu'on a fondé Bestmile, qui était donc, on a monté une start-up de software où on développait des algorithmes et une plateforme qui soient capables de communiquer avec leurs véhicules et de leur dire quoi faire, et que les véhicules arrivent à comprendre ce qu'on leur dit et exécutent ces missions. Super intéressant. intéressant. Super technique. Très technique et en même temps, c'est intéressant d'amener tout de suite une dimension utilisateur, parce que c'est ça aussi le centre, en fait, les personnes qui vont utiliser ce service-là. C'est vrai que si on ne les prend pas en considération dans la réflexion, on a plusieurs études où on voit que le client ou le consommateur n'a pas été pris en compte. Ça marche généralement pas très bien au niveau du test. Super intéressant. C'était des questions. Ouais, justement, tu parlais de demande, enfin, de savoir où était la demande, d'aller à un point A, un point B. Au final, concrètement, est-ce qu'il y avait des utilisateurs? Comment est-ce que ça se passait concrètement avec Bestmile? Plutôt bien, on avait pas mal de projets. Alors, ce sont des projets d'innovation en général par les opérateurs de transport public qui voulaient tester ces navettes pour se dire, OK, dans quel cas d'utilisation est-ce que ça fait du sens? Parce que c'est pas non plus pour tous les types de déplacements. Donc, c'était beaucoup du first mile, last mile, des quartiers ou des zones où la desserte par un bus standard ne faisait pas de sens parce que la demande n'était soit pas assez importante, soit trop dispatchée géographiquement, et où là, des véhicules qui puissent faire du à la demande et rabattre quelque part le trafic, les usagers sur des lignes fortes à des points spécifiques, là, il y avait vraiment des cas d'usage qui faisaient du sens.
Donc on a fait beaucoup de ces projets. Alors ça a commencé à l'EPFL, ensuite ça s'est étendu à Sion. Parce que Carte Postale à l'époque nous a dit on adore ce que vous faites, mais on aimerait voir ce que ça donne avec des vrais gens. Pardon pour les utilisateurs du campus, vous n'êtes pas des vrais. Non, ce qu'il voulait dire, c'était pas des gens déjà technophiles quelque part, donc des personnes âgées, un grand public, un grand public quelque part, un peu plus grand public que ce qu'on trouve sur le campus. Et c'est comme ça que un projet a continué à Sion avec Smart Shuttle pendant quelques années. Ensuite, il y a eu à Marly, donc à Fribourg. Donc il y a plein de ces projets qui se sont développés, puis ensuite aussi bien au-delà des frontières de la Suisse. Pour tester. Alors, ce qui a toujours été un frein, c'est la législation, c'est le fait qu'il fallait toujours un safety conductor, donc un safety driver à bord, ce qui ne fait pas du sens parce que sur le modèle économique, le but, c'est de retirer justement le chauffeur pour être capable d'avoir plus de véhicules et qui couvrent du coup plus de demandes. Mais si on rajoute un conducteur de sécurité ou un ingénieur, on s'en sort pas quelque part. Et puis aussi, à l'époque, on pensait que la technologie allait évoluer quand même beaucoup plus vite. Aujourd'hui, si on voit l'état de ces navettes, c'est les mêmes technologies que ce que nous, on a testé à l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement intensif d'un point de vue des besoins de financement et que malheureusement, nous, en Europe, les quelques sociétés ou startups qu'on avait qui étaient vraiment très bonnes dans les technologies d'automatisation, il n'y a aucun industriel qui a voulu les suivre avec les véhicules. Donc elles ont dû développer leurs propres véhicules et elles se sont perdues dans une industrialisation où c'est pas là qu'il y avait le vrai challenge quelque part. Avoir une navette qui a des problèmes de porte, bon, c'est un peu énervant parce que les tramways, les portes marchent très bien et c'est pas là qu'on devrait mettre le focus et les financements finalement. Et donc aujourd'hui, sur les véhicules autonomes, ceux qui continuent à vraiment développer et ceux qui sont en train d'arriver sur le marché avec des solutions très robustes, c'est les très gros acteurs américains, c'est certaines boîtes en Chine, mais qui auront plus de mal à venir en Europe parce qu'il y a toujours cette peur un peu du marché chinois et de ce qui vient de Chine. Le hardware, en général, ça va, mais le software, on a vraiment cette peur. Et voilà, ça se développe dans ces pôles-là. Mais nous, en tout cas, ici, en Europe, les acteurs que nous, on avait il y a une dizaine d'années avec lesquels on a travaillé, malheureusement, ils font face à des grosses difficultés financières. Ils font face aussi à des marchés qui ne se développent pas, parce que la législation n'avance pas, parce que beaucoup de choses. Il y a ce côté frein par rapport à la législation. Toi, de ton point de vue, est-ce que ça peut quand même évoluer ? Est-ce qu'il y a un avenir dans ces navettes automatiques quand même à terme, ou bien c'est quelque chose qui va difficilement avancer sur le continent européen ? Alors, de mon point de vue, c'est très important qu'on avance avec cette vision transport public. Parce que si le but, c'est uniquement de remplacer des véhicules individuels par des véhicules individuels automatisés, on n'aura pas gagné grand-chose. Et même, ça risque de faire un cercle qui ne soit pas du tout vertueux, parce que les gens verront leurs véhicules comme des extensions de leur bureau, et iront vivre encore plus loin de la ville, parce que finalement, ils pourront travailler sur le chemin. Et toutes ces perspectives-là, pour moi, ne sont pas très bonnes. On parle de densité, on parle d'éviter l'étalement urbain. Donc, d'un point de vue urbanisme aussi, il faut faire attention. Donc, je suis toujours convaincue qu'il va falloir des systèmes partagés publics. Ça ne veut pas dire des gros véhicules, ça peut être des plus petits véhicules, mais qui soient dans des systèmes de ressources partagées, gérés par une entité qui gère le transport dans une géographie donnée. Et ça, j'espère qu'on y arrivera en Europe. Et finalement, ces changements de législation, ça va surtout être qui va bouger en premier. Quelles sont les premières grosses villes qui vont prendre la décision de vraiment autoriser ces véhicules, et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Maintenant, il y a plusieurs États où les véhicules n'ont plus besoin de ces conducteurs de sécurité et où ils font des milliers, voire des millions de kilomètres tous les mois, donc ça améliore la technologie en continu. Mais il faudrait idéalement que ça reste pas uniquement dans des gros acteurs privés qui n'iront pas forcément vers ce service public. Mais comment est-ce que ça s'est déroulé avec Besmile, avec le temps? Non, alors comme je disais, c'est quand même une industrie où ça demande énormément de moyens, parce qu'on est dans une industrie qui était balbutiante et qui l'est toujours, donc on dépendait de financement d'investisseurs et on était dans un cycle où malheureusement on avait une levée de fonds qui tombait vraiment au pire moment du Covid. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait tester un peu les deux routes entre le financement et l'acquisition, parce qu'on était aussi à un moment où les plus gros acteurs se rendaient compte qu'ils allaient avoir besoin de la brique que nous on développait. Cette gestion de flotte, pendant des années, les constructeurs se sont concentrés sur avoir un véhicule capable d'aller de A à B. Et après, ils se sont un peu posé la question, OK, mais maintenant, on en fait quoi quelque part. Puis nous, c'est ce qu'on avait un peu anticipé. Donc, on
travaillé sur la question déjà depuis quelques années. Alors aujourd'hui, je peux le dire, hein, beaucoup trop tôt. Malheureusement, c'est ce qui fait que le on time, il ne faut pas être en retard, mais il ne faut pas être trop tôt non plus. Donc on avait cette piste d'acquisition et cette piste de financement, et on a travaillé avec une banque d'investissement qui nous a aidés. On a tapé à des centaines de portes et les réponses étaient pratiquement toutes les mêmes. Très intéressés, mais avec le Covid, pour l'instant, on ne bouge pas. On attend de voir ce qui va se passer, on attend de voir ces vagues, quand est-ce que l'économie va reprendre. Donc très peu d'investissement. On est quand même allé très très loin avec un très gros constructeur automobile pour une acquisition, et qui malheureusement a capoté à la dernière seconde, puisque le jeudi soir on nous a appelé en disant que tout est prêt, ça partait le lendemain, et le lendemain on a eu un autre coup de fil disant on a un petit souci à l'interne, on vous revient lundi, et lundi on a compris que ça ne se ferait pas. Ok. Pour des raisons qu'on ne saura jamais exactement en détail, mais totalement liées au Covid, et il y a une peur de ce qui allait se passer derrière. Donc voilà, à ce moment-là, on a décidé de mettre la société rapidement en faillite. On était en situation de surendettement parce qu'on avait une ligne de crédit auprès d'une banque, c'est un peu les règles suisses quelque part. Et on a décidé de se mettre rapidement en faillite pour espérer faire une vente fire sale, donc dans le cadre d'un processus de liquidation. Tout ce processus a été très intéressant à suivre, hein. Je veux dire, quand on est dedans, on n'est pas très heureux, mais je veux dire, à y penser par la suite, on se dit au moins on a tout vécu de A à Z, hein, de la création de la signature à la dernière signature de la faillite. Et dans ce cadre-là, l'IP a été racheté par un gros groupe allemand. Et une grosse partie de l'équipe de Vesmile travaille encore avec ce groupe. Ni Raphaël, mon associé, ni moi n'avons souhaité continuer avec eux parce qu'on ne croyait pas vraiment en leur vision et à ce qu'ils racontaient. Et donc on a décidé de tourner la page et de passer à autre chose. Et du coup, c'est quand même une gestion de crise. Tu disais que ça t'avait apporté aussi beaucoup. Enfin, concrètement, qu'est-ce que t'en sors de... Je pense que ça apprend à respirer. Beaucoup mieux que le yoga. Non. Ça apprend à respirer. Ça apprend à se dire que c'est pas grave, que ce n'est qu'un travail. Alors on y met tout son cœur pendant 8 ans, tout son temps, toute son énergie et tout, mais ça reste un travail et ça reste une étape. Je pense que il y a plein de choses de belles qui peuvent arriver après. Alors évidemment, c'est pas joyeux, évidemment, c'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais quelque part, c'est la fin d'un cycle aussi. On l'a géré avec l'équipe, tous ensemble. Ça a pris la fin beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, parce qu'on est tombé sur l'été et que le tribunal nous a donné rendez-vous que fin août, alors qu'on était au mois de juin. Alors on a fait des barbecues, alors je veux dire, on a quand même travaillé parce qu'on a continuer à essayer de ramener des gens dans ce processus de rachat pour qu'il y ait de la concurrence, parce que comme c'est un système d'enchères, que ça fasse ce cercle vertueux. Et puis on a essayé d'aider aussi tous nos collaborateurs à se retourner, à trouver d'autres positions, pour ceux qui n'ont pas suivi le racheteur. Et puis voilà, et puis on a tout rangé jusqu'au dernier câble dans le bureau pour aider l'office de faillite, alors qu'on n'était absolument pas obligé. Mais pour nous, ça faisait partie du finir proprement et faire tout comme on avait fait jusque-là. On l'a pas entendu beaucoup ce discours-là. On a eu beaucoup les débuts des entreprises, les côtés multitasking. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce côté. Enfin, c'est comme tu dis un cercle. Enfin, c'est intéressant de voir ça comme un cercle. Et c'est pas forcément une fin, c'est juste une boucle qui est bouclée. Et... J'ai eu beaucoup d'intérêt une fois que tout ça a été passé pour me dire, parler de l'échec, parler de tout ça. Je crois que je suis arrivée au point où je le vois plus comme un échec, parce qu'on a tellement appris. En 8 ans, on était jeunes. Enfin, je veux dire, moi, j'ai travaillé 2 ans avant. On peut pas dire qu'on avait une grosse expérience. Mon associé, c'était pratiquement son premier boulot aussi. Et on a tellement appris en 8 ans sur des sujets, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Entre la levée de fonds, entre les plans de rémunération des sales, tout, la vente, le marketing, enfin, toutes des choses qu'on n'aurait jamais touchées vraiment si on était dans d'autres... Ou alors, sur une période beaucoup plus longue, dans différents métiers, que l'échec... Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu vraiment pas de bol sur la fin, sur le contexte économique. Je dis pas que Vesmile aurait été super prospère et aurait réussi s'il n'y avait pas eu le Covid, mais on a dû faire avec ce toit qui nous est... ou ce ciel qui nous est tombé sur la tête, comme disent... C'est avec Olix, on a fait avec, et puis les choses se sont avancées, et aujourd'hui on fait d'autres choses superbes. Donc, et puis il y avait justement ce côté
on est un peu sans expérience, enfin très peu d'expérience de travail avant, et puis gérer justement le plan de rémunération, des financements. Est-ce que vous avez été accompagné avec ton associé sur ces aspects-là, ou bien vous avez dû apprendre un peu sur le tas? Alors, il y a C'est pas non beaucoup de plus. choses qu'on apprend sur le tas. Il y a beaucoup de décisions qu'on prend sur un canapé un dimanche après-midi, tous les deux, à se dire qu'est-ce qu'on fait, droite ou gauche, allez, c'est parti. Après, on a été accompagnés, oui. Je veux dire, dans le canton de Vaud, par exemple, il y a énormément de différentes Organisations. oui, exactement, organismes ou choses pour vous aider. Je vais pas en citer une parce qu'après je vais oublier les autres. Mais il y a énormément de ces organismes et on les remercie. Je veux dire, surtout pour la période vraiment de début, où là, il y a énormément de soutien. Un petit peu moins dans la croissance, mais c'est en train encore de s'améliorer. Par contre, ce qu'on a noté, nous, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des organismes qui sont là et super enthousiastes quand on commence. Et puis quand il se passe quelque chose comme ça, tout le monde disparaît. Ah ouais. Et ça, je trouve ça dommage, parce que je pense qu'on pourrait montrer un soutien plus important aux entrepreneurs qui... On sait que dans les 4 premières années, 80% des startups ne survivent pas aux 4 premières années. Donc il y a un pool d'entrepreneurs, de gens qui ont des idées, de gens qui ont des envies, de gens qui ont de la niaque. Et s'ils ne sont pas dans le côté shiny, on ne prend pas des nouvelles et puis on ne les accompagne pas. Et ça, je trouve ça... Ouais, là, je pense qu'il y a encore un peu de marge de progression et de choses à faire. Parce qu'une fois de plus, ce n'est qu'un cycle. Et derrière, il y a un rebond possible. Parce que potentiellement, ces entrepreneurs, leur première idée n'a pas marché. Ils vont potentiellement recommencer s'ils ont une nouvelle idée. Enfin, c'est pas non plus la fin de l'entrepreneuriat pour... Ouais, on en a eu plusieurs dans le podcast qui ont justement eu des échecs entre guillemets Oui, tout lors à de fait. leur premier Ouais. projet, et qui ont eu plein de succès aussi entre guillemets Ensuite, par la suite. Ouais. tout à fait. Et puis toi, donc, à ce fameux fin août, la dernière signature, Ouais. qu'est-ce qui... Enfin, je vais pas te demander comment t'étais, mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais au top. J'ai perdu mon papa à mi-septembre. L'année était... Non, bon, je pense qu'il y a des choses qui s'alignent aussi. Ça m'a donné beaucoup de temps pour être avec lui. Et je pense que ça n'aurait été pas le cas si la situation n'avait pas été la même. Donc je pense que les étoiles s'alignent quelque part quand même. Non, après la question c'était c'est quoi la suite? Et puis c'est quoi la suite n'est pas évident parce qu'on a passé 8 ans la tête dans le guidon à absolument pas se demander ce qu'il y avait autour, pour être honnête. Et puis après de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut... Alors ce qui est plus facile c'est de commencer par qu'est-ce qu'on veut pas faire, mais après ça laisse quand même encore un spectre relativement large de possibilités et voilà, il faut trouver un point de départ et commencer quelque chose. Alors moi le point de départ a été le chômage qui, bon, pour la faire courte, m'a forcé à contacter beaucoup de gens. Voilà, peut-être pas expliquer tout le système, mais que je ne voulais pas contacter parce que simplement, je disais au chômage, mais tant que la vente n'a pas lieu, la vente avait lieu fin septembre, et que je ne sais pas qui reprend la suite et s'il y a une possibilité d'un chapitre 2, moi je cherche pas du travail. Je veux dire, c'était pas... Tant qu'il y avait encore une option d'une porte de sortie, j'allais pas commencer à chercher autre chose. Et bon, finalement, j'ai quand même envoyé pas mal de messages en disant aux gens qu'il fallait que je fasse des recherches d'emploi, mais que je ne cherchais pas un emploi. que finalement, je leur demandais de pouvoir mettre leur nom sur une fiche pour être très transparente. Et j'ai en particulier contacté le fondateur de John Metia et qui m'a dit au plaisir d'en faire une réalité à ce moment-là, au milieu de nulle part. Et je lui ai dit c'est gentil, mais je ne cherche pas de travail là. Tout de suite, je veux inscrire ton nom sur une liste. Et voilà, et en fait après la vente s'est faite, c'est donc ce groupe allemand qui a racheté, où on ne voyait pas forcément de chapitre 2 justement. Et donc je l'ai recontacté et je lui ai dit est-ce que c'était que de l'amitié parce qu'on se connaissait de l'écosystème, pas forcément plus que ça, ou est-ce que tu vois une opportunité? Et il m'a dit viens à Berne, et 6 semaines après je commençais chez Verdi. Belle transition, ouais. Rapide. Donc j'ai expérimenté le chômage, mais pas longtemps. Et toi, pour du coup, ça faisait plus sens, vu que tu étais aussi en charge de sens potentiellement avec le rachat, ça faisait sens à ce moment-là d'aller chez Fertic? Alors, disons que moi, ce qui m'a plu, c'était principalement le fait qu'au moment où j'ai rejoint Fertic, ils étaient à peu près exactement à la même taille et au même moment de développement de où on a terminé avec Besmile.
Et du coup, je me suis dit, j'ai expérimenté la croissance de 0 à 65 employés au sein de Besmael. Et puis, bah, là, quelque part, je peux expérimenter la suite de la croissance parce qu'ils étaient dans une très bonne dynamique. Euh, et du coup, ça a paru extrêmement logique, smooth. Je suis arrivée au sein de Fertic au bout de 3 semaines, on m'a dit, mais t'es là depuis longtemps. Non. Mais voilà, parce qu'on était, hormis le produit qui était différent et le fait que l'industrie était déjà bien établie, c'était quand même la même industrie. On parle au même client finalement. Seulement, au lieu de parler à la division recherche et innovation, on parle à la division distribution et billettique. Mais ça restait mon réseau, ça restait, voilà. Donc le transfert ou le passage a été très smooth. Très smooth, ouais. Ouais. Il y a des grosses différences entre développer une entreprise de 0 à 60, 65 employés et puis de 65 à là, si je ne me trompe pas, 130, 140. Chez Fertic, c'est quoi un peu justement les distinctions, les challenges qu'il peut y avoir dans une première phase et les autres challenges qu'il peut y avoir dans une deuxième phase? Je pense que le challenge principal de la phase dans laquelle on est avec Fertic, c'est de maintenir cette culture et cet esprit de start-up du départ. Parce qu'on arrive à une taille qui est quand même où les choses sont plus établies, où l'équipe est plus grande, où il y a mine de rien plus de process, même si on essaye de garder les choses un maximum avec une flexibilité, une agilité et une simplicité maximum, on est quand même obligé de mettre certaines bases. Et c'est comment garder cette culture du début où les gens se retrouvent autour d'une table et prennent des décisions rapidement et voilà, et permettent à la boîte d'avancer. Comment est-ce qu'on garde cet état d'esprit et cette agilité dans une structure qui commence à être un petit peu plus, je dirais pas rigide, parce que c'est vraiment pas le but, mais où les choses commencent à se structurer. Je crois que ça, c'est un des gros défis. Et ensuite, c'est dans une phase de croissance comme celle dans laquelle on est, c'est comment garder un certain focus, parce qu'on on pourrait vraiment partir sur beaucoup de choses. Et puis continuer à innover quelque part avec ce focus. Et ça, c'est le quotidien. Et puis ça se passe comment du coup Bah, ça se passe bien. à ce niveau-là? Non, ça se passe bien. Donc, peut-être 2 mots sur Fertic. Oui, On est vraiment ce système qui permet d'acheter les billets de transport public en un seul swipe. Donc, en fait, on enlève le besoin pour l'utilisateur de savoir ce qu'il va faire en détail, de connaître toute l'arborescence de tarifs qui existe et de se fixer un plan à l'avance. Parce que finalement, une fois qu'on achète un billet, si on change d'idée, il faut racheter un billet et ça peut devenir compliqué. Donc, Fertic, c'est vraiment le principe, c'est vraiment avant de monter dans un véhicule, on swipe à droite. Donc, en fait, on dit au système qu'on va commencer à utiliser les transports publics. Et à partir de là, on a un ticket, on a une autorisation de voyage qui est reconnue par tous les contrôleurs. On va parler de la Suisse en Suisse, et qui permet de voyager librement sans se poser de questions. Et arriver à l'arrivée, et changer aussi de mode entre le bus, le train, le bateau, le ferry, voilà. Et à l'arrivée, il suffit soit de dire qu'on a terminé, soit de laisser le système faire, parce que maintenant, on a aussi une détection automatique de fin de trajet. Et nous, derrière, on va reconstituer en fait le trajet avec la trace GPS et certaines données du téléphone. Et on va, à partir de là, dire, bon, ces tronçons-là sont en transport public, on enlève tout le reste, on oublie tout le reste, et on va mapper ça avec les tarifs, et on va trouver le meilleur tarif. L'avantage, c'est que ça permet une optimisation dans le temps. C'est-à-dire que si vous prenez un trajet le matin et que vous refaites un trajet le soir, le système, il va toujours regarder les deux de ce qui s'est fait dans la journée. Et si ça se trouve, il va dire, on oublie le ticket du matin, on fait une carte journalière parce que le prix est moins important, est moins élevé que la somme des deux. Et donc, on va chercher cette optimisation aussi pour l'utilisateur. Et puis du coup, pour l'utilisateur, lui, comment il perçoit la tarification et l'acte d'achat? Alors, on dit le geste. Alors, dans beaucoup de pays, en Suisse, c'est pas le cas, mais par exemple en France, on demande ce geste de validation. Alors, on dit le pouce et le geste de validation, donc c'est vraiment l'achat du ticket. Et ensuite, comment ça se passe en général? Les gens sont peut-être un peu sceptiques au début, le testent 1 fois, 2 fois, et ensuite c'est acquis. Et ensuite, ils ne vérifient même presque plus parce qu'ils font confiance dans le système, ils font confiance dans la détection des trajets et puis dans le fait qu'on trouve les prix les plus avantageux. Et des fois, c'est des
quelque chose dont les gens ne sont même pas conscients. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est à Fribourg, je simplifie un peu, mais une zone, 1 heure. Si vous faites le retour juste après, donc 2 francs, je crois, on va simplifier, 2 francs. Si vous faites le retour après 1h10, eh ben, vous allez racheter un ticket à 2 francs. Ça fait 4. Oui. Le système, quand il va voir le premier trajet, il va acheter un ticket à 2 francs. Dans le système, il va rentrer un système à 2 francs. Mais quand vous allez faire le retour au bout d'1h15, lui, il va aller chercher un ticket qui est 2 zones. Parce que le ticket de zone, même si vous n'êtes pas rentré dans la deuxième zone, il est valable 2 heures et il vaut 3 francs au lieu de 4. Ouais. Et ça, on ne peut pas l'anticiper quand on achète nos tickets. Enfin, difficile, sauf ceux qui maîtrisent vraiment leur système, mais on ne peut pas vraiment l'anticiper. On ne peut pas le connaître pour toutes les régions où on va. Et en fait, lui, le système, il va chercher ce tarif le plus avantageux. Donc, des fois, l'utilisateur, même, il se rend compte qu'il paye moins cher que ce qu'il payait avant en prenant son ticket tout seul, ou enfin, sur une application ou sur un automate. Je crois pas que ce soit trop le cas. Il me semble pas qu'il y ait trop ce genre de billets en Suisse. Mais par exemple, dans les grandes villes européennes, il y a souvent ces tickets valables 5 jours ou des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi possible d'avoir une optimisation sur le temps, dans le sens où on ne stoppe pas notre trajet, mais à la fin uniquement de notre voyage, enfin nos 3 jours à Paris? Alors là, en fait, il y a deux dimensions à ce que tu viens de dire. Le fait d'avoir une optimisation sur le temps, oui, ce qu'on fait sur la journée, on le fait jusqu'à sur le mois. Ok. Donc, pour le faire jusqu'à un mois, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'on fait ce qu'on appelle du capping. C'est qu'on va mettre un plafond au prix de l'abonnement. Donc, tu te déplaces tous les jours comme tu veux, et quand la somme sur le mois arrive au prix du plafond, il faut continuer à enregistrer ces trajets, mais là, le système va dire, ah ben 0. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais acheté l'abonnement, et les trajets d'après, eux, sont gratuits, parce qu'en fait, tu es capé au prix de l'abonnement. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, le fait de ne plus arrêter ces trajets, c'est, pour mettre un peu de contexte, ce qu'on fait aujourd'hui, on appelle ça du check-in, check-out ou check-in automated check-out. Donc le check-in, c'est vraiment le geste de dire qu'on rentre dans le système, et le check-out, c'est le geste de fin. La vision qu'on a et ce sur quoi on commence à travailler, c'est le be-in, be-out. C'est-à-dire que l'utilisateur n'a même plus besoin de dire qu'il va rentrer dans le système ou qu'il va en sortir. Tout est automatiquement détecté par le téléphone. Ça demande pour la détection du check-in. La détection du check-out est beaucoup plus facile dans le sens où c'est simplement des règles. C'est une fois que quelqu'un qui a voyagé avec le système, on se rend compte qu'il est à plus de telle distance d'un arrêt de transport ou d'un hub qui va à une certaine vitesse, qui est plutôt celle d'un piéton ou d'autre chose que son profil d'accélérométrie n'est pas celle d'un... Voilà. Quand on combine tout ça, on arrive à dire, il me semble que vous avez oublié de vous check-out. Si vous ne faites rien, je le fais tout pour vous dans les 5 prochaines minutes. Donc ça, c'est une partie, elle demande à être encore affinée, à être encore améliorée pour un pur be-out, mais je veux dire, on a plus d'expérience. Sur la partie check-in, c'est vraiment, on ne souhaite pas non plus que l'app, elle soit tout le temps en train de traquer les gens. Parce qu'il y a une question de protection des données, il y a une question de tout ça. Donc, quels sont les triggers qui va pousser l'app à juste se déclencher et vérifier si, d'après elle, un trajet a été commencé? Et ça, c'est beaucoup plus... Voilà, il y a beaucoup plus de recherches et de choses à faire. Il y a des triggers qui peuvent venir assez basiquement d'un agenda ou d'habitude, mais il y a des triggers qui sont beaucoup plus compliqués. Mais donc, ce be-in, be-out, c'est un peu... ça a toujours été la vision de Fertic. Il va y avoir un premier gros travail autour, là, en 2025. Et on va voir où est-ce que ça nous mène, mais je pense que c'est vraiment amener à un système qui est le plus simple possible pour l'utilisateur, parce que finalement, l'achat du billet, c'est une barrière, c'est quelque chose qui peut empêcher les gens de prendre le transport public. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on saute dans notre voiture? Parce qu'on a juste à l'ouvrir avec la clé. Et on ne se rend pas compte de tous les coûts. Maintenant, sans la clé, mais on ne se rend plus compte de toute la complexité, de tous les coûts qui sont derrière, parce que l'accès est très facile. Alors, si on peut essayer de faire la même chose avec le transport public, de dire tu as besoin de te déplacer, saute dans un bus, on aura, à mon avis, on favorisera aussi l'utilisation des transports publics. C'est réduire l'expérience utilisateur, elle devient quasiment nulle sur l'application, et du coup, elle devient géniale. Vu que... On appelle ça le zero touch. Il y a plus aujourd'hui, il y a 1 voire 2 touches, mais c'est qu'il n'y ait plus de touches du tout avec le système. Cette complexité-là, nous, on peut quand même la voir pas mal avec... On travaille beaucoup avec les transports publics, donc...
dans différentes régions. Et puis on voit quand même qu'il y a un certain frein avec justement l'achat du billet. Et puis beaucoup aussi pour les loisirs. Ceux qui sont moins habitués, qui n'ont pas d'abonnement, qui n'ont pas forcément une connaissance des zones tarifaires, il y a quand même une certaine appréhension de OK, je dois passer dans plusieurs zones, etc. Donc je pense effectivement ça enlève certaines barrières par rapport à ça. Donc, Plus on peut réduire le nombre de questions que les gens ont à se poser, plus on facilite l'accès. Mhm. Et c'est ce qui fonctionne très bien en Suisse. Donc, au mois de novembre, là, cette année, c'est la première fois que le nombre de tickets vendus avec la billetterie automatisée, donc soit Fertic, soit EasyRide au sein de CFF, qui est donc aussi Fertic, dépasse le nombre de billets vendus aux automates. Donc on voit que les choses évoluent. Réduire le nombre de questions que les gens se posent, ça passe aussi par avoir le système qui est disponible partout. Et c'est ce qu'on voit en Suisse, c'est comme on couvre l'ensemble du périmètre de l'abonnement général, les gens, ils n'ont pas de souci pour les loisirs, à aller dans des villes qu'ils connaissent moins, à bouger finalement en utilisant les transports publics et non pas leur véhicule privé. Les autres, dans certains pays dans lesquels on se développe en dehors de la Suisse, c'est beaucoup plus fragmenté, donc on avance petite région par petite région. Et là, il y a toujours ces questions, jusqu'où Fertic est disponible, à partir de quel moment je dois aller acheter un autre billet. Et voilà, étendre la couverture. Voilà, étendre la couverture géographique permet de réduire la question et simplement de se dire je veux me déplacer et je me déplace en transport public. Et puis, cette question de je me déplace, la mobilité, comment tu la vois évoluer, peut-être même avec Best Mile, tu avais une vision assez voiture autonome, etc., même si c'était collectif avec des poules, versus maintenant ce que tu vois à Fertic, est-ce qu'il y a des évolutions, est-ce qu'il y a des tendances, même au niveau sociétal, sur la mobilité disons qu'on sait tous que d'un point de vue émissions de CO2 et de particules, le transport est un très mauvais. Voilà, le transport en tout cas fait partie des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc il faut continuer à se poser la question de comment est-ce qu'on peut rationaliser les trajets, comment est-ce qu'on peut essayer de réduire le nombre de trajets en véhicule individuel, simplement pour l'utilisation de la ressource. Voilà, donc une évolution, on voit quand même que la part modale, donc le nombre de trajets qui sont effectués en transport public continue à évoluer. Maintenant, cette évolution, elle est quand même relativement lente. Donc voilà, je pense que moi, je pense pas qu'il faille opposer la voiture au transport public. Je pense que c'est deux modes qui sont complémentaires, où qu'il y a beaucoup de situations qui s'imposent d'elles-mêmes d'être dans l'un des modes ou dans l'autre des modes. Par contre, je pense que c'est à tout à chacun de se poser la question pour tous les trajets qui sont entre deux, est-ce qu'ils arrivent un maximum à pousser vers les transports publics pour participer à cette réduction de l'effet des transports, quelque part. Mais il faut arrêter de voir les choses comme deux ennemis. Je pense qu'on ne pourra jamais couvrir l'entier des déplacements ou des besoins des déplacements en transport public. Par contre, il faut essayer de rationaliser l'ensemble. Nous, on voit dans les statistiques des études qu'on fait, généralement le levier ou le frein numéro 1 à utiliser le transport public, c'est l'accessibilité, la proximité d'un arrêt ou d'une gare proche de chez moi. Si c'est proche, oui, c'est facile, je ne me pose pas la question. Ouais. Si je dois me poser la question de prendre les transports en public, quel va être le trajet qu'il va falloir que je fasse en vélo, à pied, en voiture, etc., tout de suite, la facilité amène à son voiture personnelle pour le déplacement. C'est assez évident. Et puis le coût aussi, nous, pour les autres études qu'on mène avec les différents transporteurs et les différentes offres tarifaires qu'on connaît en Suisse, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement, le coût reste le frein numéro 1 à l'utilisation. Le prix du billet, la perception en tout cas du prix du billet, parce qu'il y en a plein qui ne l'ont jamais forcément pris ou très très peu. Oui, c'est sûr. Là aussi, il y a plusieurs éléments. Déjà, il faut savoir que le prix du billet qu'on paye, on ne couvre qu'une petite part du coût réel du billet pour les opérateurs. Donc, il y a énormément de financements qui sont derrière. Mais je pense que pour moi, une des choses dont il faut se rendre compte aussi, c'est que le coût de la voiture individuelle est beaucoup plus élevé que ce qu'on pense. Et pourquoi c'est le cas ? Parce que finalement, on sort le porte-monnaie ou on dépense à des moments très différents. Il y a l'achat du véhicule, que ce soit en cash ou en leasing, je veux dire, il y a un coût qui est quand même associé à ça. Il y a tous les coûts de maintenance et de réparation qui viennent à des moments, ça fait mal quand ça passe, mais bon, une fois que c'est passé, on n'y pense plus. Il y a tous les coûts des pneus hiver ici, des changements, il y a l'essence. Et il y a juste du coup l'usure du véhicule qui est liée au prix du véhicule lui-même, parce qu'il faudra acheter le prochain.
Quand on met tout ça ensemble et qu'on ramène au kilomètre, alors j'ai pas les chiffres exacts là en tête, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que ce que les gens pensent. Et c'est ce qui fait que quand on compare ça au prix du transport public, ben, le gap il est plus si énorme que ça par rapport à la perception qu'on en a entre sauter dans sa voiture et ça me coûte rien. Parce que le plein est fait, parce que les pneus sont attachés à la voiture et que j'ai une place de parc chez moi, et la réalité du coût du transport public. Alors effectivement, ça reste cher, je pense qu'on peut pas, faut pas le... Mais c'est une réalité financière de toute l'industrie qui fait que voilà, il faut comparer aussi ce qui est comparable. Mais aujourd'hui, on le fait pas tout le temps. C'est difficile de comparer de manière objective, vu comme tu dis, les Ouais. coûts, ça n'arrive pas au même endroit, ils ne sont pas liés exactement. Mais à je la pense qu'il même faut, chose. il y a des choses toutes simples, hein. Le demi-tarif en Suisse, selon la voiture, c'est 2 pleins d'essence. Et ça divise tous les prix des billets par 2. Et vous faites un aller-retour avec Zurich, c'est rentabilisé à peu de choses près. Je schématise un petit peu, mais je veux dire, je pense qu'il y a des... Et ça, typiquement, c'est le genre de choses où moi, je pousse toutes les entreprises à l'offrir en bénéfice à leurs employés. Parce que c'est aussi leur responsabilité de pousser à l'utilisation des transports publics et d'aller dans ce schéma-là. Et ça a des grands bénéfices pour ceux qui utilisent les transports publics. D'un point de vue coût, tout d'un coup, on réduit considérablement la facture. Et puis je rebondis là sur ce que tu dis par rapport aux entreprises. C'est vrai qu'on voit, nous, avec les utilisateurs, qu'il y a quand même un moteur de l'employeur, qui lui aussi a une démarche RSE, ou en tout cas Tout à fait, ouais, ESG. Et en tout cas, pour l'utilisateur, ben, c'est vraiment un levier moteur. Si lui, il n'a pas personnellement, pour des raisons écologiques, des raisons de coût, il ne se dit pas, je vais prendre les transports en commun, on voit que l'employeur est quand même un levier important. Est-ce que vous travaillez sur des partenariats avec des entreprises Ouais. et ça se passe Alors, on a une offre pour justement les entreprises. Donc, principalement 2 choses. Soit ce qu'on appelle le annual budget, c'est vraiment donner un budget pour les transports publics à ses employés. Soit pour le côté personnel ou professionnel, hein, tout à fait. Et puis soit après aller développer des offres un peu plus spécifiques. Puis là, on a des retours d'expérience. Un très gros industriel qui a 3 sites et qui avait une grosse flotte d'entreprises finalement parce que les employés les prenaient entre les sites. Alors que les sites sont connectés par train, par transport public. Et ce qu'on ressortait, c'était oui, mais derrière, il faut faire des expenses, ça nous rajoute du travail et c'est compliqué. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'ils se déplacent entre les sites avec Fertic, et tous les trajets qui sont reconnus comme étant entre ces sites par l'application sont expensés directement à la boîte. Donc, on enlève tout ce problème entre deux. Ouais, exactement. Et ben, ils ont considérablement réduit leur taille de flotte d'entreprise, et puis les employés sont même contents de s'asseoir dans le train au lieu de prendre de conduire. Et il faut juste se poser quelles sont les raisons. C'est les questions vraiment de qu'est-ce qu'on cherche à résoudre et quelles sont les raisons et pourquoi c'est pas utilisé. Et là, il y a plein de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et comment vous faites justement pour poser ces questions avec les entreprises? Alors, oui, tout à fait. C'est vraiment une recherche de, OK, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Et je pense qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus proactives et qui prennent les devants. Et ça doit, enfin, ce sont des très bons exemples. Et je pense qu'il faut s'en inspirer. Mais ne serait-ce que avoir ces budgets annuels pour les employés pour se déplacer en transport public, c'est aussi de développer des habitudes. C'est de développer des habitudes, de ne pas avoir le réflexe de tout de suite sauter dans sa voiture, mais de se dire, OK, il y a peut-être juste qu'il y a un bus dans 10 minutes, ça fera tout aussi bien l'affaire. Et voilà, et donc d'utiliser les transports publics d'être plus, que ce soit plus inné, naturel quand on souhaite se déplacer. Et pour que ce soit le cas, il faut avoir des éléments qui poussent et qui soutiennent, en tout cas au premier. C'est un cercle vertueux. Je pense le côté inné, enfin inconscient, naturel, il est hyper important. Nous, on l'a vu aussi en faisant des observations sur place pour essayer de comprendre les déplacements, enfin le raisonnement lié au mode de transport pour se rendre au travail ou sur des sites de loisirs. La plupart répondent par habitude. Enfin, j'ai même pas réfléchi. J'allais à tel endroit, je prends la voiture et puis il n'y a pas de réflexion. Donc effectivement, c'est essayer d'ancrer ça un petit peu plus dans la tête des gens et puis que ça devienne un peu plus naturel. Oui, puis aussi, ce qu'on constate, là c'est vraiment plus lié à l'écologie, le développement durable, etc. Il y a aussi,
j'ai l'impression, il y a un ressenti, nous on voit que ce soit dans les études où on va parler en qualitatif avec les consommateurs ou les utilisateurs ou les sondages, il y a un peu, enfin pas un ras-le-bol, mais l'écologie est en chute libre dans les motivations d'achat. C'est vraiment plus un levier justement par rapport à tous ces engagements RSE et toute cette communication qui avait été mise. Et ce qu'on entend généralement comme explication, c'est pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts. Et je trouve que d'aller vers les entreprises, ça fait un nouvel acteur en fait. C'est pas juste les utilisateurs qui doivent Oui. avoir la charge du choix de l'avenir du monde. Des fois, ils ont l'impression que c'est ça sur leurs épaules, s'ils prennent leur voiture ou s'ils prennent le transport. Mais du coup, c'est partagé entre des acteurs de la mobilité, leurs employeurs, eux, les politiques publiques aussi des fois. Enfin, il y a ce côté aussi, on enlève la charge de la culpabilité du Tout à choix. fait. Et puis du coup, au niveau stratégique, un petit peu sur le développement de Fertic, est-ce que justement ça va passer par ce côté développement de partenariat avec des entreprises, ou bien c'est aussi le développement géographique aussi? Enfin, il y a Ouais, pas alors, mal de pays. le développement avec les entreprises, je pense que c'est important justement pour pousser à l'utilisation des transports publics. Nous, ça aide à créer du volume aussi de transactions, mais c'est pas le gros, Ouais. quelque part. D'un point de vue stratégique, nous, c'est l'extension géographique. Pour revenir à ce qu'on a dit juste avant, c'est vraiment que l'utilisateur n'est plus à se poser la question. Et si demain, où qu'il aille en Allemagne, où qu'il aille en France, où qu'il aille, il puisse simplement ouvrir son app Fertic et puis se déplacer, c'est un petit peu la vision. C'est d'ailleurs ce qui se passait au début avec Uber, c'est que les gens, ils savaient que quand ils allaient dans les grandes villes, ils n'avaient pas à se poser la question de télécharger une nouvelle app, de trouver le local. Ils ouvraient Uber et ils avaient le même service quelque part que ce qu'ils avaient là où ils habitaient. Donc ce côté universel, on va dire, pour prendre les transports publics, pour aider aussi, justement, quand on n'est pas chez soi et qu'on connaît pas le réseau et qu'on connaît pas les tarifs, de ne pas rester bloqué là-dedans et de simplement monter dans le bus. Donc cette extension géographique, plus d'utilisation aussi, essayer oui, d'avoir un maximum de gens qui bénéficient de cette simplicité et de cet accès à une certaine optimisation aussi des tarifs. Et puis voilà, aujourd'hui on a un focus très sur l'Europe depuis quelques années parce que la proximité, parce que c'est là aussi où les transports publics sont les mieux développés, parce qu'il y a déjà beaucoup de gros pays à côté de nous Des gros marchés. par lesquels on peut commencer. Mais aujourd'hui, on s'ouvre aussi à des opportunités potentiellement plus loin. On regarde certains marchés en Asie, mais c'est vraiment très, très, pour l'instant, localisé. On reste sur un gros focus en Europe, ça c'est sûr. Et puis, enfin, justement, sur ce focus en Europe, alors pour avoir fait plusieurs trajets en France, ou en tout cas entre les deux pays, en Suisse, les tarifs sont fixes. Est-ce que Fertic arrive à s'adapter justement, je pense, entre autres à la SNCF? Oui. Alors il faut bien séparer dans le groupe SNCF, il y a SNCF, il y a SNCF Connect and Tech qui est ceux qui développent l'application et qui livrent en fait des produits à SNCF, et il y a SNCF TER. J'en oublie certainement d'autres, Oui. pardon, mais c'est ceux avec qui on travaille. En fait, aujourd'hui, on n'est pas, et je pense qu'on ne sera jamais une solution pour les trains vraiment SNCF grandes lignes sur lesquels il faut une réservation. Parce que le post-paiement n'est pas compatible, enfin, vraiment avec la pré-réservation. Donc, on parle vraiment de système où les gens peuvent librement rentrer et sortir des véhicules. Par contre, on travaille avec SNCF TER, parce que justement, les TER sont exactement dans le même modèle qu'en Suisse, où les utilisateurs n'ont pas besoin de réserver de place et où ils peuvent utiliser librement. Et donc voilà, aujourd'hui, on ne target pas cette partie prix dynamique, réservation et tout. Par contre, les prix TER, eux, ils sont beaucoup plus fixes, avec évidemment des offres et des choses qui fluctuent, mais je veux dire, ça reste relativement beaucoup plus fixe. Et d'ailleurs, avec SNCF TER, on a toujours un super projet en Occitanie, où la réflexion de base, c'était comment est-ce qu'on peut pousser plus de jeunes à utiliser les TER. Comment est-ce qu'on peut développer justement cette habitude de prendre le TER pour des déplacements quotidiens et non pas forcément un véhicule motorisé. Et on a développé surtout l'Occitanie, ils ont été hyper innovants de mon point de vue, une espèce de tarif en gamification, on va dire, où finalement le jeune, ses 5 premiers allers-retours, il les paye au prix de jeune, donc qui est déjà 50% du prix normal.
Du 5e au 10e, ils ne payent plus. Mmh. Et à partir du 10e, ils cagnotent pour le mois d'après. Donc en fait, c'est une gratuité à l'usage à partir d'un certain nombre d'utilisations. Et on a explosé tous les chiffres qu'ils espéraient en termes d'utilisation, ce qui fait qu'après, ils ont étendu aux moins jeunes, ensuite à l'ensemble de la population, sur les TER, ensuite les bus aussi, les bus Léo. Et aujourd'hui, on essaie de rentrer dans les villes pour avoir à nouveau cette couverture géographique où l'utilisateur n'a plus à se poser de questions. Et voilà, cette innovation sur le tarif en même temps que sur l'outil de distribution a super bien fonctionné. Et il fonctionne toujours super bien. Et ça, c'est quelque chose d'envisageable aussi en Suisse avec les partenaires que vous avez ici, Alors, ou bien c'est envisageable. On a là, on a des premiers projets avec des innovations tarifaires. Hein, En fait, l'avantage de Fertic, en tout cas pour les opérateurs, c'est que d'un côté, ils peuvent digitaliser leur offre existante en disant, voilà, maintenant vous avez une solution digitale pour vendre vos titres de transport existants. Et à côté, on a la facilité de faire des innovations tarifaires, de tester des nouveaux tarifs avec des groupes cibles, avec des groupes de comparaison, et puis pouvoir dire ça marche, ça marche pas, et ensuite de le roll out à l'ensemble des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas faire avec un truc aux automates ou même vente de tickets aux chauffeurs ou des choses comme ça. Et donc cette flexibilité, elle amène aussi plein de possibilités. Et après, on peut pas tout tester non plus, mais c'est essayer de dire, ok, quels sont les goals? Et c'est ce que l'Occitanie a très bien fait, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, on veut plus de jeunes dans les TER. Et ben, qu'est-ce qu'on va développer comme tarif spécifique pour eux, qui vont leur donner envie de l'utiliser et de continuer à l'utiliser. Et cette partie récurrente est très importante parce que c'est ce qui fait aussi que les jeunes continuent à l'utiliser. Puis là, vous êtes quand même sur un marché très dynamique, croissance. Toi, tu es co-CEO. Comment ça... Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe là? Alors, je vais dire quelque chose, je pense que c'est toujours plus facile d'être deux, à la condition que les deux travaillent bien ensemble. Non, on est très complémentaires, John Mattia et moi, par nos expériences passées. Donc moi plutôt du côté start-up, entrepreneuriat. Lui, il a quand même été responsable de la distribution au sein des CFF. Donc c'est vraiment au sein de ce monde qu'il a développé un peu ses idées et ses visions de ce qu'on pourrait développer. En termes d'expérience, de leadership, en termes d'âge, en termes de tout, quelque part, on a une grosse complémentarité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est d'accord naturellement sur 80% des sujets. Donc ceux-là, il n'y a pas besoin de les discuter. Et c'est les 20% qui sont intéressants. Et dans le concret. Et c'est les 20% qui sont intéressants. Dans le concret, je pense que on a aussi peu d'ego l'un et l'autre. Et ce qui fait que du moment où il y a une solution sur la table, qui est peut-être pas la solution optimale et qui est peut-être pas la façon dont l'autre le ferait, mais qu'elle est là, on se dit on avance. Puis c'est tout. Puis on accepte que c'est pas la façon dont nous on l'aurait peut-être fait. Et trouver cet équilibre et fonctionner comme ça à deux, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne très bien. Ça permet de se donner du headspace, ça permet d'échanger. Je dis souvent, c'est mon partenaire de ping-pong parce que sur des sujets comme ça, il y a ces échanges ping-pong et qui nous font toujours progresser. Ça ne veut pas dire qu'on trouve la solution, mais ça fait progresser dans la réflexion et d'en dire qu'est-ce qu'on fait en next step pour être capable de prendre une décision. Et quand tu es arrivé, lui, avant, il était seul ou il était déjà... Ok. Ouais. Et là, pour trouver ta place, ça a été... Ça s'est très bien passé. Donc, lui a fondé la société en 2016. Donc, en étant CEO tout seul jusqu'en 2021. Donc, 22, du coup, moi, je suis arrivée en 21. Et donc, j'ai fait une année au sein de l'équipe de direction, mais dans un poste plus... la partie investissement et la partie financière, qui sont un peu les deux, plutôt stratégiques, on va dire, mais où j'ai pu apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et au bout d'une année, en fait, c'est une discussion qui est venue de l'interne, c'est pas moi qui suis arrivée, mais où le board, donc un des investisseurs principaux et John Mattia, m'ont proposé de tester un peu ce modèle, parce que c'est un modèle que l'investisseur, lui, connaissait déjà bien. Pour amener justement plus de capacité de leadership, un peu plus de
voilà, être capable justement de prendre des décisions à deux, et puis avoir plus de temps aussi pour le reste de l'équipe. Parce que finalement, c'est ce que ça amène aussi, c'est 2 agendas au lieu d'un. Je fais un peu lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur les défis un petit peu de la croissance entre 60 et 140 employés, où il y a justement ce côté culture de l'entreprise à maintenir. Et ça, justement, être en co-leadership, ça permet Ouais, d'avoir un meilleur maintien de cette culture d'entreprise malgré le développement. je trouve super chouette de montrer que c'est possible à tous les niveaux, jusqu'au niveau direction. Que... Et puis que c'est pas juste une personne qui prend les décisions. Parce qu'en tout cas, au sein de Fertix, c'est absolument pas comme ça. On essaye d'avoir les gens qui prennent un maximum de décisions à leur niveau. Et que nous, on ne prenne finalement que les décisions qui sont parfois tellement ambiguës que voilà, il faut prendre une décision. Mais oui, je pense que ça amène aussi des perspectives aussi pour les gens à l'interne, de voir que ce genre d'évolution de situation sont possibles. Ça donne des beaux exemples, je pense aussi. Parce que du coup, en interne, il y a aussi ce côté multiplier les profils sur des postes clés ou pas spécialement. Non, alors pas spécialement plus, mais on a beaucoup de complémentarité entre des postes et des choses où on essaye aujourd'hui entre notre CTO et notre chef produit. Et ben il y a une connexion qui se passe super bien, il y a une complémentarité qui se passe super bien parce qu'ils fonctionnent un petit peu en co-leadership du tout ensemble. Chacun a ses responsabilités, mais je veux dire, il faut que ça fonctionne ensemble. Et voilà, je pense que c'est des exemples comme ça qui font que ça marche. On a moins de postes vraiment séparés parce que on a beaucoup de temps partiel, mais on n'a pas beaucoup de temps partiel à petit pourcentage quelque part. Donc voilà, on n'a pas besoin de 2 profils sur un poste. Mais voilà, ça montre quand même une certaine dynamique. Oui, mais en tout cas, une organisation qui n'est pas silotée avec. C'est ça. Ouais, C'est ça. des Essayer cellules très fermées, de connecter un maximum. Peut-être au niveau des perspectives un petit peu de Fertix sur le court moyen terme, quelles sont les ambitions un petit peu Alors, les ambitions, c'est marrant parce qu'on a retravaillé nos ambitions à 5 ans, là, il y a vraiment pas longtemps. Non, bah, on espère vraiment avoir ce BIBO, donc ce Be In, Be Out, être capable d'avoir un système qui fonctionne et qui est trusté, parce que justement, on suit les gens, donc de trouver ce chemin qui fait de dire que oui, on voit vos données, mais on les utilise uniquement pour acheter vos billets de transport public. Donc trouver ce chemin vers un Be In, Be Out qui fonctionne bien pour voilà, pousser encore plus à l'utilisation des transports publics. Donc ça, c'est un des axes vraiment plutôt produit et développement. Sur la partie géographique, bah, on espère rester le leader sur le marché européen et commencer à s'étendre au-delà. Et puis on espère être surtout le canal de distribution principal dans certains marchés. Atteindre ce statut où on vend plus de la moitié des billets sur des marchés spécifiques pour montrer que voilà, on peut être la colonne vertébrale de la distribution de tickets dans le transport public dans certains marchés. C'est un projet. Ouais, sympa. À suivre. Je voulais rebondir un petit peu par rapport à ça. Je trouve ça, nous, souvent, on évalue aussi le canal d'achat des personnes et puis aussi quel canal d'achat a été utilisé. Et puis on voit justement l'app Fertic monter petit à petit. Et justement, ça m'a fait tilt quand tu parlais des distributeurs où là, on voit justement, ils sont plus ou moins à chaque fois au même stade. Et puis voilà, c'était le lien que je voulais ajouter. Mais... Après, je pense qu'il faut rester humble. Il y aura toujours besoin de canaux différents pour des profils d'acheteurs différents. Et c'est vraiment pas un The Winner Takes It All dans ce cas-là. Par contre, je pense pas non plus que la multiplication des canaux de vente aide non plus l'utilisateur. Quand il y a trop d'options, on se perd aussi dans ce trop d'options. Donc, comment arriver à un système stable où les besoins principaux sont adressés, où on essaye d'oublier personne, mais où on n'a pas 25 apps sur la même région qui font la même chose. Ouais. Donc, trouver l'équilibre, comme toujours, c'est le défi principal.
Pour finir le podcast, on demande tout le temps à nos invités s'ils pensaient à une personnalité alors qui a un lien avec la Suisse romande. C'est pas forcément un Suisse romand pur souche, mais voilà, quelqu'un qui est acteur ou qui a une influence en Suisse romande et que tu aimerais bien entendre à ce micro. Dans tous les domaines. Hein. Oui. On a déjà des artistes, Ouais, on a des vu. développeurs. Culturel, sport. Non, je réfléchis comme ça. Oui. Il y a un gars avec qui moi j'ai eu des super conversations, c'est un des fondateurs de Siri, Ok. qui habite entre Genève et Lausanne, là. Mhm. Il faudrait juste que je retrouve son nom. Ah, c'était super intéressant, ses perspectives sur toute cette période où il a développé Siri et a été racheté par Apple, Oui. mais aussi où il est revenu en Suisse, en fait. Ok. Mais il faudrait que je retrouve son nom, vite fait. Oui. Et tu l'avais rencontré dans quel contexte? Dans les journées forum de l'EPFL, Ok. je crois. Ouais, mais alors, je vais pas le retrouver comme ça. Bon, On fera une recherche. Nous. Go- On mettra en lien. ChatGPT, on mettra demande. un petit nom, dans le montage. Vous aurez le nom en dessous de la personne. Non, mais sinon, parce que là, du coup, il me manque son nom, mais ça va me revenir. Comme ça, il n'y a personne Oui. qui me vient. Non, Je mais suis désolée, j'ai enfin, complètement il y a zappé de pas de penser à problème. ça. John Mathieu. Déjà, John Mathieu. Tu vas faire le. Roman, on a dit, Oui. pas suisse-allemand. Ah, bon, il a un impact sur la non, mais suite. c'est intéressant. Pour une autre perspective. Parfait. Bah, merci beaucoup, Anne, pour ton temps. Et Avec grand plaisir. ton partage. Merci. Merci, Et Danilo, Merci pour à vous la deux. co-animation. Et puis, bah, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Romand Insight. À bientôt. Merci, merci.